va, Philippe? Bonjour. J'ai un sourire, moi, derrière mon masque, mais je sais pas si ça se voit ou ça se voit. Allez, bonjour. Bonjour Christophe. Enlevez vos masques tous les deux, s'il vous plaît. Bonjour. Ah Philippe, ça va? C'est un masque. C'est bon? Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler Covid, car devant le confinement jugé très anxiogène par beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de faire à nouveau une semaine d'infos spéciale Covid, d'autant qu'un territoire se mobilise pour prendre en charge la Covid et nous en guérir, et ils sont avec nous. Nous parlerons aussi d'Enghien-les-Bains et de l'Est du département du Val d'Oise. Nous parlerons produits bio en vrac, et puis nous parlerons sport féminin. Et puis enfin, troisième sujet, comment aller à l'international lorsqu'on est une TPE. Et donc, bonjour à tous, Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Bienvenue au bar de l'économie. Suivez-nous sur IDFM Radio Enghien, en FM 98.0, mais aussi en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, et sur notre nouvelle chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs et dites-le autour de vous. Alors, Philippe Sueur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et auditeurs. Vous êtes le maire d'Enghien-les-Bains, vous êtes aussi le premier vice-président du Val d'Oise et président du comité d'expansion économique du 95. À vos côtés, Michel Beau, bonjour. Bonjour, heureux d'être là. Merci beaucoup, nous aussi, nous merci de votre présence en studio. Vous êtes médecin généraliste à Deuil-la-Barre et vous êtes à l'origine justement de ce centre Covid, et de coordination commun à plusieurs villes. On va en parler ensemble dans quelques minutes. Ensuite, vers 10h, autre sujet avec deux chefs d'entreprise féminines, avec Safa Darban, qui est la finaliste du challenge Créatrice d'avenir 2020 pour son concept bar à vrac à vocation zéro déchet. Elle est aussi gérante de l'entreprise Biocop installée à Sannois. Et puis à ses côtés, il y aura Maude Baudier-Le Bornès qui souhaite féminiser le sport du cyclisme et qui le féminise avec son entreprise LBDC Organisation qu'elle a créée en 2017. Et puis vers 10h30, troisième sujet du jour avec trois personnalités. Comment nous expliquerons le concept WOOSME, World of Use Me, cette nouvelle association pour TPE avec Robert Holz, le vice-président de cette association, Michel Jonker, le président de WOOSME France, et puis Jacques Arias, le délégué général. Alors tout de suite, comme d'habitude, eh bien, quelques petites infos du jour. Et puis la première, eh bien, il est trop tôt pour dire si les stations de ski pourront ouvrir pendant les vacances de Noël, malgré l'épidémie de Covid. C'est la déclaration qu'a fait Elisabeth Borne hier sur Radio J. Mais, dit-elle, les professionnels ne doivent pas hésiter à embaucher des saisonniers, quitte à demander ensuite le chômage partiel. Ce n'est pas banal de recruter puis de mettre les salariés en activité partielle, mais mon objectif, c'est qu'on puisse le faire pour que les 120 000 saisonniers des stations de ski, d'autant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, les services de réanimation sont déjà au bord de la saturation. Donc c'est plutôt pas banal comme déclaration. Vous en pensez quoi, Michel Beau et Philippe Sueur? Alors Michel en tant que médecin et puis Philippe Sueur en tant que président de l'ANET, l'association des villes touristiques. Moi, ce que je pense, c'est que on est dans une situation qui est évidemment exceptionnelle, qui est dramatique sur plusieurs plans, à la fois au niveau de la santé et au niveau de la capacité des gens à régler ces problèmes de vie quotidienne. Donc, effectivement, il est important à la fois de préserver la vie, mais aussi la capacité de vivre. Et dans ce contexte, je trouve qu'effectivement, il faut quand même se projeter avec des solutions qui sont jamais parfaites, mais des solutions qui ont quand même du sens. Parce que on se dit qu'à Noël, effectivement, les choses vont mieux et qu'il est possible de relancer l'activité dans ces stations de sport d'hiver. Il faudra bien avoir quand même des gens qui pourront faire fonctionner ces stations. Donc voilà. Merci beaucoup Michel Beau. Philippe Sueur, alors là cette fois en tant que président de l'ANET, est-ce que vous trouvez que c'est la meilleure solution? Est-ce que ça ne va pas faire peur à ceux qui souhaiteraient faire du ski, qui veulent louer donc? C'est une technique, effectivement. Bon, nous, à l'ANET, c'est l'association nationale des maires des stations
touristiques et communes touristiques. Nous ne pouvons que soutenir l'économie des saisonniers, 450 000 saisonniers en France. Ceux de la montagne ont échappé à la crise de mars-avril, puisque la saison était quasiment terminée. La particularité pour la montagne, c'est que ce sont pour beaucoup des saisonniers locaux, hein, donc qui vivent sur deux économies, donc vraiment une économie mixte, hein, souvent rurale, artisanale, et effectivement celle des sports. Hein. Bon, certes, hein, c'est une technique, hein, je ne dis pas si c'est la bonne solution, néanmoins elle sera très coûteuse comme toutes les conséquences, hein, de ce que nous vivons. Merci beaucoup Philippe Sueur. Je rappelle que vous êtes maire d'Enghien, vice-président du conseil départemental et président de l'ANET. Autre formation, c'est Carrefour, Auchan et Casino qui passent au chômage partiel financé par l'État, invoquant la fermeture des rayons non essentiels dans leurs magasins. Ils ont donc décidé de recourir à cette activité partielle pour faire face à la perte d'activité qui les frappe, disent-ils, avec la fermeture des rayons considérés comme non essentiels, selon l'agence France Presse. Alors là, carrément, Philippe Sueur, la fermeture des petits commerces, j'ai envie de vous poser la question, et des commerces estimés comme non essentiels, est-ce que ça ne vous laisse pas un peu pantois cette décision? Oui, tout à fait, là, parce que sur le petit commerce, quand on a entamé, hein, ce nouveau confinement, je faisais partie peut-être naïvement de ceux qui pensaient qu'il fallait ralentir au maximum la circulation des personnes en préservant l'économie, donc en permettant seulement aux travailleurs, hein, de circuler. Effectivement, les grandes surfaces ont continué leur activité. Elles ont été ensuite sanctionnées sur le non essentiel. Un non essentiel, il faut le dire, qui a certainement les marges les plus larges par rapport à l'alimentaire, hein, sans doute. Néanmoins, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que nous avons des petits commerces, hein, de confection et autres qui sont fermés, hein, qui sont dans une extrême difficulté, et des grandes surfaces dont, je ne dis pas toutes, hein, on sait que Carrefour a été en crise, mais on ne va pas pleurer sur la situation, hein, du groupe Mulliez et de Auchan, hein, qui n'est pas véritablement associé. Hein. Et donc recourir au chômage partiel, c'est faire peser sur la collectivité, hein, ce qu'ils pourraient eux-mêmes assumer en véritable solidarité. Et puis qu'est-ce que nous constatons, hein, ce sont des témoignages qui nous reviennent de plus en plus fréquemment. Hein, on demande une très grande exigence à certains commerces individuels qui sont encore ouverts parce qu'ils sont nécessités, et on entre dans les grandes surfaces en famille. Hein, fallait voir samedi dernier, hein, dans nos secteurs, hein, on rentre à 2, à 5, hein, à 6, les distances ne sont pas respectées, la queue aux caisses, hein, est anarchique. Eh bien non, là je dis vraiment stop. Merci beaucoup Philippe Sueur, il fallait que ça soit dit. Allez, il faut bien que je vous fasse sourire un peu, alors je vais vous faire sourire avec la déclaration du préfet de police des Bouches-du-Rhône qui a étonné sur BFM TV depuis un point de contrôle pour le respect du confinement. Il a utilisé un exemple assez déroutant puisque Gérald Darmanin voulait que les Français respectent davantage le confinement, et donc des grandes opérations de contrôle ont eu lieu ce week-end. Vous avez peut-être d'ailleurs eu droit à un contrôle. Donc le préfet de police des Bouches-du-Rhône a détaillé les contrôles du jour menés sur l'axe Cassis-Marseille. Et voilà ce qu'il a dit. Globalement, tous ceux de bonne foi ont bien compris les règles et les appliquent facilement, a-t-il commenté. J'étais hier sur les points où on vend de la drogue et personne parmi les acheteurs, et à plus forte raison parmi les vendeurs, n'avait d'attestation. Vous voyez donc que le système est bien compris. Alors là, Philippe Sueur, on a envie de sourire, mais de sourire jaune quand même, parce que le préfet, c'est quand même la plus haute fonction de la police et de l'État pour un département. Comment est-ce qu'on peut contrôler des dealers et ne pas finalement les arrêter? Est-ce que ça ne vous laisse pas pantois? Non, je ne peux pas commenter véritablement, mais je vais ajouter une information qui circule depuis hier sur les ondes, c'est la fermeture de cette maison, hein, de fête
qui a été donc verbalisé avec des gardes à vue, puisqu'il y a eu des violences. Ça s'est passé donc en Seine-Saint-Denis il y a donc ce week-end. En fait, ce sont des organisateurs de fêtes qui repèrent des locaux adaptés qui peuvent recevoir 50, 100, voire beaucoup plus, et se déroulent là des parties qui sont extrêmement chaudes. Ce sont des organisateurs. Là, on a sévi. On a sévi parce qu'il y a, semble-t-il, un moyen qui est notamment celui de l'état d'urgence. Or, ces organisateurs, nous les avons connus au Val d'Oise. On a eu bien du mal à s'en défaire. Nous avions donc des parties qui étaient exceptionnellement dangereuses, y compris au printemps, en déconfinement bien entendu. Et notamment, je pense que certains ont eu en souvenir dans notre secteur ce lieu de Plessis-Bouchard, où nous avions c'est vraiment ces débordements. Voilà. Enfin, voilà, je dis enfin. Oui, d'autant que vous parlez de ce fait où étaient réunies 300 personnes, s'il fallait le dire. Allez, on est là aussi pour vous faire rêver. Eh bien, figurez-vous qu'une enceinte transmet de la musique dans votre tête. Alors, comment avoir l'impression d'avoir des écouteurs sans écouteurs? C'est le défi relevé par la société Noveto System, qui vient de créer cette enceinte dont le son vient envelopper l'oreille pour créer une bulle autour de la personne sans que quiconque n'entende quoi que ce soit. Il s'agit de la Sound Beamer 1.0 et elle est commercialisée à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez aller la voir sur noveto.com. C'est la plus belle innovation sonore de ces dernières années. Entreprise israélienne, Noveto System a lancé vendredi dernier cette nouvelle enceinte Bluetooth. Elle permet donc d'écouter de la musique, de regarder un film, de jouer ou de faire des visioconférences sans déranger ses collègues ou ses proches. C'est comme si vous aviez un casque ou des écouteurs alors que le son sort de l'enceinte. Elle utilise pour cela une technologie semblable à un faisceau sonore ultrasonique, puisque le son est converti en ultrason et dirigé vers la personne. Et pour être audible, le signal est modulé en amplitude et cela permet de conserver la direction des ultrasons. Au cœur de ce système, des ondes générées à l'aide d'algorithmes propriétaires développés par Noveto et propulsés dans l'air via un réseau de transducteurs conçus sur mesure. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de l'enceinte, cela ressemble à des dizaines de petits haut-parleurs, mais aucun son n'en sort. Il s'agit juste d'un convertisseur et la musique ou le son vous suit dans la pièce. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, connectez-vous sur noveto.com. Voilà, c'était les infos du jour. Et on va tout de suite passer la parole à Michel Beau, car un territoire se mobilise pour améliorer la prise en charge des patients durant cette pandémie de Covid-19. Alors donc, d'abord, Michel Beau, quel territoire est concerné par ce centre de Covid et ce centre de suivi surtout? C'est ça qui est intéressant. Oui, alors le territoire concerné grandit tous les jours. On est actuellement sur 5 communes, sur la commune d'Enghien, Deuil, Montmagny, Montmorency, et on a inclus la semaine dernière Saint-Brice. Alors, pourquoi cette démarche, c'est qu'il y a une histoire. Cette histoire, elle est à double sens. Le premier sens, c'est qu'on travaille sur notre territoire, dans la globalité du département, au quotidien, avec l'Agence régionale de santé, qui est remarquable sur notre département. Et on travaille avec tous les professionnels de santé, en tout cas qui sont impliqués, pour essayer de trouver des solutions à cette problématique majeure que représente l'évolution de cette pathologie qui est la Covid. Alors on en sait beaucoup plus bien sûr qu'au mois de mars évidemment sur ce virus. Quelle méthode donc mettez-vous en place, puisque ça y est, c'est ouvert. On va donner d'ailleurs tout à l'heure les adresses des différents centres. Quelle méthode et quel élément essentiel dans la prise en charge des patients? Alors vous avez raison, la méthode, les raisons qui font que dans cette deuxième vague, il est très important d'être actif, c'est que contrairement à la première vague, on peut faire beaucoup de choses avant que les choses s'aggravent et que les patients se retrouvent à l'hôpital. On est
avec des possibilités thérapeutiques beaucoup plus importantes que la première fois. Et la particularité de ce qu'on a mis en place, c'est que je crois qu'on est le seul département, pour l'instant. En France, vous voulez dire? En France, on peut dire. À avoir finalisé un protocole avec le docteur Édouard Deveau, qui est l'infectiologue de l'hôpital de Pontoise. On a un protocole qui a été de prise en charge, à la fois hospitalière, mais aussi en ville. Et ce protocole, il a été validé par les autres autorités de santé et il est très pratico-pratique. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'on peut maintenant faire quelque chose avant que les patients s'aggravent, et c'est vrai. Et justement, on ne va pas faire au hasard, on va faire avec des moyens très précis, très coordonnés, très concertés entre la ville et l'hôpital. En fait, il s'agit de désengorger, j'imagine qu'il s'agit de désengorger l'hôpital, puisque c'est le but, j'imagine, de cette idée. L'idée, effectivement, si on le voit comme ça, on peut prendre une image qu'on a tous à l'esprit, c'est voir ce qui se passe en Italie, par exemple, où les gens sont sous oxygène autour de l'hôpital dans leur voiture. Nous, on n'en est pas là, et je pense qu'on n'en sera jamais là, justement parce qu'on travaille en lien direct, ville-hôpital, hôpital-ville, et que c'est ça qui est fondamental. Mais ça peut se faire que si on a des territoires autour. Et c'est pour ça qu'on a regroupé un certain nombre de communes, dont je parlais tout à l'heure, et que ces communes ont mis à disposition de notre façon de faire, notre méthodologie, un personnel municipal important, à peu près sur ces 5 communes, à peu près une quarantaine de personnes, qui vont s'impliquer. J'essaie de vous expliquer à peu près clairement comment ça se passe. En fait, on a sur ce territoire à peu près une dizaine de centres de prélèvement qui ont été répertoriés, y compris les pharmacies, notamment en Enghien. Dès qu'il y a un patient à risque de dégradation, un patient qui a une obésité, un patient qui a du diabète, un patient qui a une hypertension, ou un patient qui va débuter cette pathologie de façon importante, avec beaucoup de fièvre, etc., ces patients vont rentrer dans une cellule de suivi grâce à une application numérique dématérialisée, ce qui fait que tous ces patients seront sous les radars dès le départ. Et que ça permettra, et ça quelle que soit la ville, chacun a une méthode différente, une technique différente. Dès qu'ils vont rentrer dans ce centre, il y aura aussi une évaluation médicale, c'est-à-dire qu'on prendra les constantes du patient, tout ce qui peut être des éléments évolutifs qui pourront permettre de définir une aggravation. Et à partir de là, on aura un suivi constant de tous ces patients sur ce territoire, qui fait à peu près 90 000 habitants. De façon à ce qu'aucun patient ne passe à travers les coups de la raquette. C'est-à-dire qu'on puisse les avoir en visuel permanent, grâce à quoi? Grâce à une cellule de suivi, et qui va gérer autour de Télésanté, qui est l'application numérique, tous ces patients au cours de l'évolution. Cette cellule de santé est à la fois constituée par des personnels municipaux, alors qui vont rappeler les patients à la fois sur un peu plus sur du cocooning, pour être alertés, pour essayer de prendre en fait simplement des nouvelles des patients, mais aussi d'alerter la cellule plus professionnelle qui, elle, va engager à ce moment-là les autres professionnels de santé pour pouvoir intervenir. Alors justement, Philippe Sueur va nous expliquer un petit peu qui, en mairie d'Enghien-les-Bains, va suivre peut-être les habitants finalement. Mais je vais quand même rappeler ce que vous venez de dire, c'est très important. Donc c'est l'ouverture, c'est donc une coordination entre patients, et hôpitaux et médecins généralistes. C'est donc une cellule de coordination grâce à une application qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Terre et Santé, c'est ça? Voilà. Qui va permettre de suivre tout un chacun. Territoire numérique de santé. Tout un chacun à partir du moment où on développe la maladie et qu'on a des fortes fièvres. C'est pas pour un simple petit rhume. Il faut quand même passer par son généraliste, j'imagine. Alors évidemment, les généralistes sont complètement impliqués dans cette démarche. Ils ont tous en possession justement tous les protocoles, c'est-à-dire qu'on parle tous le même langage. On est sur ce territoire, en tout cas que ce soit les infirmières, les médecins, évidemment, et l'hôpital, on est tous sur le même langage, sur les mêmes procédures et on sait exactement ce qu'on doit faire. Les cliniques, vous parlez hôpitaux, mais les cliniques privées sont-elles incluses dans ce programme? Alors tout à fait, on a sur ce territoire engagé effectivement des partenariats très actifs, alors notamment avec la clinique Claude Bernard, qui est la clinique la plus importante du territoire, qui a mis à disposition évidemment un service spécifique pour la gestion du Covid, pas obligatoirement pour la réanimation. L'essentiel, c'est la complémentarité. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a encore une place là, qu'on n'en a pas ailleurs.
On a un service, alors même si on sort du territoire, qui est le Centre cardiologique Nord, que tout le monde connaît, qui a été très impliqué pendant la première vague, qui l'est encore plus maintenant, avec un service complet de réanimation cette fois-ci, et qu'il est aussi très impliqué. Donc en fait, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de séparation entre le public, le privé, etc. On est tous sur la même volonté de réussir à se sortir de cette affaire. Merci Michel Beau. On va continuer. J'ai encore d'autres questions à vous poser, bien sûr, mais tout d'abord, Philippe Sueur, à Enghien-les-Bains. Comment mettez-vous en place donc ce suivi humain par les agents de la mairie pour les malades Covid? Oui, nous ne mettons pas en place, nous nous associons, nous sommes vraiment très sensibles à cette démarche intelligente. Il faut préciser que dès le mois de mars dernier, c'est également à Deuil qu'a été ouvert le premier centre de dépistage, peut-être en parallèle de celui de Taverny, qui se met en place à l'initiative du docteur Michel Beau, qui était aussi le premier maire adjoint de la ville de Deuil. Et cette implication qui est extrêmement pratique dans un esprit médical de service et de coordination. Lorsqu'il y a maintenant une quinzaine de jours, le docteur Beau m'a appelé pour m'exposer donc le dispositif, qui est un dispositif d'accompagnement et de coordination, un DAC en quelque sorte, et vous l'avez repris, permettant, grâce donc à Territoire et Santé, de pouvoir suivre les patients. Voilà, ça c'est intelligent. Donc Enghien était associé, ainsi que les communes qui ont été nommées. Notre association est d'apporter des petites mains essentielles, vitales dans un dispositif de coordination, ça veut dire pour faire vivre une plateforme téléphonique et évidemment interagir avec le logiciel en question. Donc nous avons mis à ce jour 7 de nos agents qui vont aller donc travailler sur Deuil en fonction d'un emploi du temps qui est nécessaire. Voilà. Moi, je salue beaucoup cette pratique parce que, bien sûr, elle permet de désengager l'hôpital. Sans doute, allons-nous peut-être éviter des réanimations qui, selon les médecins réanimateurs, est une descente aux enfers pour beaucoup d'entre eux, et on voit trop d'anciens malades qui aujourd'hui sont dans une véritable rééducation. D'ailleurs, c'est toute la question qui surprend les particuliers comme nous, hors du système médical, c'est de constater que depuis le printemps, il n'y a pas, comment dire, une harmonie dans l'approche médicale que moi j'ai parlé de cacophonie des mandarins de la médecine française. C'est très désespérant pour l'individu, le particulier. Et là, eh bien, ce qui donne de l'espoir, on a des médecins qui savent ce que c'est. Il y a des protocoles qui ont été justement mis au point. Il y a une coordination et on vous dit, voilà, vous êtes suivi, hors de dogme. Voilà, c'est du pratico-pratique, mais c'est du vrai médical. Et je peux vous dire que les élus que nous sommes, et évidemment les citoyens insensibles à être contaminés, peuvent aussi saluer. Merci. Merci Philippe Sueur. Alors Michel Beau, à propos donc de ce centre de coordination et de suivi spécial Covid, quels sont les moyens techniques qu'il faut pour un patient? Alors, les moyens techniques, en fait, je vous parlais tout à l'heure, d'abord je voudrais quand même remercier ce que disait Philippe Sueur, parce qu'on s'appelle maintenant Philippe Sueur. C'est vrai qu'on est sur une histoire humaine, et c'est ce que je voudrais dire par rapport à ce que disait Philippe, on va arrêter de s'appeler par d'autres noms, c'est que c'est une vraie histoire humaine. Et quand je vois comment le personnel de ces différentes communes s'implique volontairement, avec enthousiasme parce que ça donne du sens effectivement à cette démarche, et c'est très très important. Quand je parlais tout à l'heure de l'ARS, quand je parlais des médecins hospitaliers, quand je parlais de cette mobilisation générale qu'il y a sur ce département, cette implication transversale, il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire que ces barrières antérieures, on les a
mise à plat, parce que l'efficacité, c'est comme ça. Et si on veut être efficace, si on veut être humain vis-à-vis de cette population qui est en souffrance, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est vrai que les moyens... C'est donc la cacophonie de la première vague qui vous a poussé à ouvrir ce centre, Michel Gault? Il y a une cacophonie pour ceux qui ont voulu voir une cacophonie. Moi, je n'ai pas vu une cacophonie. Les médecins, tous les médecins de terrain, tous les professionnels hospitaliers, on va dire des hôpitaux secondaires, comme les Parisiens aiment bien dire, tous ces gens-là, ils n'ont pas considéré que c'était une cacophonie. Ils se sont tous impliqués, ils ont essayé de trouver avec les administrations, avec le ministère de la Santé, toujours les meilleures solutions pour pouvoir avoir des meilleures prises en charge. Et c'est vrai que moi, je ne connais pas un seul médecin qui dira qu'effectivement, on prend trop ou pas assez, que le confinement n'est pas bien, etc. Je crois qu'il faut être sur le terrain, il faut se rendre compte des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes humains, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de commerce, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout ça, mais il faut quand même au moins une certaine organisation, une certaine direction, un certain sens qu'on donne aux choses. Et c'est vrai qu'on n'est pas là, enfin en tout cas nous, pour commenter ce qui est décidé. On est là pour essayer de s'adapter au mieux à tous ces problèmes. Alors justement, revenons aux moyens techniques, si vous voulez bien. Les moyens, c'est d'abord effectivement cette application Télésanté qui n'est pas rien. C'est quand même une application qui ne sert pas que pour le Covid, mais qui sert en l'occurrence actuellement pour le Covid. C'est vraiment l'application qui va révolutionner les pratiques dans cette dynamique de territoire de santé. Un territoire de santé, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre l'hôpital et la ville, que tout fonctionne. Et cette application, les patients peuvent l'avoir sur leur smartphone, chez eux, c'est-à-dire ouvrir cette application. Donc il nous suffit juste de la télécharger? C'est même pas une télécharger, c'est un site web. C'est-à-dire qu'une fois que le patient est inscrit, une fois qu'il a ouvert un dossier, il a contact directement sur son application. Alors, on va parler de peut-être pas toute la majorité, il y a des gens qui ne peuvent pas, on y reviendra tout à l'heure, mais tous ceux qui peuvent, il y en a quand même beaucoup, peuvent tous les jours rentrer leurs données, c'est-à-dire dire j'ai de la fièvre ou je respire moins bien, etc. Tout de suite, il y a des alertes qui sont données sur la cellule de suivi. Tout de suite, on sait ce qui va se passer. On sait que là, il faut déclencher une équipe de professionnels sur le terrain avec des infirmières, des médecins. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire. Donc, il faut que le patient rentre lui-même ses données pour être bien suivi. On le fait à sa place. Et l'intérêt, c'est le rôle aussi de... On aide tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple pour beaucoup de gens. Donc, c'est le rôle aussi que jouent les personnels municipaux. Il y a une vraie solidarité dans tout ça. C'est-à-dire que les gens ne les laissent pas tout seuls. S'ils ne savent pas, on les aide, on le fait à leur place. Et puis ceux qui n'ont pas d'internet, ceux qui n'ont pas de smartphone, on les appelle au téléphone tout le temps. Ils sont rentrés quand même dans le circuit, c'est-à-dire qu'on les suit, mais ce n'est pas eux qui rentrent les données, c'est quelqu'un qui va les rappeler, qui va noter sur l'application tout ce qui se passe. L'avantage, on parlait tout à l'heure de la méthode, et notamment des techniques, mais tout tourne autour de ça, mais tout tourne aussi autour du dispositif d'appui à la coordination, qui est l'élément essentiel, et qui permet, donc avec des équipes professionnelles, de coordonner. On a un médecin coordinateur qui travaille au niveau du centre, qui va suivre aussi les éléments, qui va déclencher les infirmières sur le terrain. Tout ça, ça se fait en coordination directe avec l'hôpital, c'est-à-dire qu'une infirmière qui sera sur le terrain ou le médecin coordinateur qui est à la maison de l'association à Deuil, là où on a notre centre en fait de coordination, il est en lien direct avec les infectiologues, les réanimateurs, etc. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis dans cette situation-là, dans le protocole on dit ça, le patient il va comme ça. Voilà, donc en fait, il faut que si on est malade du Covid, il faut se laisser guider par son médecin et par cette application. Il faut aussi être intervenant, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner un peu l'alerte quand on ne va pas bien, bien sûr, mais l'alerte on peut la donner ou de façon numérique ou par téléphone. Mais de toute façon, les patients sont rappelés en permanence. On a à peu près actuellement un peu plus de 1000 patients en surveillance. Donc c'est quelque chose d'important. Et encore, ça c'est avant même d'avoir créé ces liens avec les villes, d'autres villes. On travaille aussi avec la ville d'Argenteuil, qui est aussi très impliquée, en tout cas l'hôpital d'Argenteuil est un hôpital qui est aussi très impliqué dans cette démarche. Nos hôpitaux de territoire le sont tous. Donc en fait, quand même 1000 patients sur le territoire des 5 villes que vous avez annoncées. Pour l'instant, pour le moment, sont suivis. On n'a pas encore... c'est les patients, les Anguénois, les Montmorencéens, les Saint-Brice, etc. Alors, on est surtout déjà rien que sur des habitants qui sont passés par le centre de prélèvement et de coordination de deuil. Mais bon, dans ce centre, il y a aussi effectivement des Anguénois
et des habitants de Montmorency. On ouvre à partir d'aujourd'hui à Montmorency un centre de prélèvement à la salle des fêtes, hein, donc la ville de Montmorency le fait. On fonctionne tous de la même façon, c'est ça qui fait la pertinence de cette démarche, c'est que tout le monde fonctionne de la même façon, de façon que, quel que soit le sang qu'on va se faire prélever, hein, on rentre tous dans le même système, et on demande tous dans le même protocole de suivi, et on aura tous le même service. Parce que finalement, beaucoup de patients peuvent être suivis à leur domicile et n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital finalement. L'essentiel, c'est qu'on intervienne toujours au bon moment. Hein. C'est ça la différence par rapport à la première phase. Hein, parce que la première phase, les patients se retrouvaient à l'hôpital dans des situations dramatiques, et finalement, la première ce qui avait vague. passé avant, on n'avait pas fait grand-chose. Hein, parce que d'abord, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, hein, et deuxièmement, il n'y avait pas grand-chose à faire en plus. Mais là, c'est pas ça du tout. Hein, et c'est vrai que on est dans les deux sens. Hein, à Argenteuil, hein, nous, on a du personnel, on a des infirmières de notre groupe qui existent depuis maintenant le mois de mars, qui ont été sollicités pour travailler à l'hôpital d'Argenteuil, pour pouvoir compléter des équipes, puisqu'ils avaient des besoins. Et par contre, à l'hôpital d'Argenteuil, ils ont des équipes qui vont sur le terrain pour mettre des patients qui sortent de l'hôpital pour les mettre sous oxygène. Le lien, il est dans tous les sens. C'est-à-dire que il n'y a pas la ville, l'hôpital. Il y a un ensemble. Il y a un territoire de santé, il y a un département qui s'est complètement impliqué. Et là, vraiment, je remercie encore notre ARS. On dit toujours les administrations, c'est pas bien, j'entends encore dire, enfin, je suis un peu comme ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est que un peu agacé, on va dire, pour le moins, par tous les gens qui savent tout. Et trop de commentaires. Nos administrations ne sont pas à la hauteur, c'est pas vrai, nos administrations sont à la hauteur. Nos administrations font bien le job et elles le font dans un partenariat. Alors pour finir sur ce sujet, donc, je rappelle ce centre Covid et de coordination avec notamment l'application Terre e-Santé qui vous sera donc donné par votre généraliste. En tout cas, il y a plusieurs centres de prélèvement qui se sont ouverts ce mois-ci. Donc il y a celui de Deuil-la-Barre qui est à la salle des fêtes, au laboratoire aussi Serbe-Alliance de Deuil-la-Barre. Il y a celui à Enghien-les-Bains, il y a ce centre de prélèvement test antigénique avec résultats immédiats. C'est derrière la pharmacie rue du Général de Gaulle. Donc c'est dans la partie village, rue Jean Monnet. Là vous pouvez vous faire guider directement à cette pharmacie. Il y a à Montmagny aussi, il y a au laboratoire 9 rue du 11 novembre. C'est donc sans rendez-vous de 10h à 11h30. Et puis il y a celui de Montmorency qui également vous accueille à la salle des fêtes 3 avenue Foch. On va repasser la parole à Philippe Sueur. Peut-être un dernier commentaire et puis après on va parler un peu de l'Est du département si vous voulez bien. Volontiers, parce que c'est ce que nous entendons à l'instant, c'est vraiment très très encourageant. A été donc nommée l'ARS, l'Agence régionale de santé, et sa directrice départementale est Madame Anne Carly, et je crois qu'on peut lui rendre hommage. Vraiment, le docteur Beau et ses confrères, consoeurs travaillent avec elle, mais nous aussi sur d'autres domaines, et vraiment, on a là des équipes qui sont très remarquables. Voilà. Il fallait le dire, c'est vrai. Moi, ce que je ressens, c'est que nous avons là une expression de la médecine qui se veut hors des polémiques, qui se veut pratique, qui est dans un esprit de service, je dirais de sacerdoce. Et voilà, je veux le saluer avec vraiment simplicité et beaucoup d'admiration et d'espoir pour chacun. Alors juste, c'est vrai que tu citais Anne Carly. C'est vrai que les administrations, ça a des noms. Il y a Anne Carly, il y a le docteur Laurent Cavalec, il y a Mme Carré, Adil Carré, il y a plein de gens. On est en communication, mais sur tout le territoire, tous les jours, plusieurs fois par jour avec eux. On construit. Et c'est vrai que je voudrais vraiment encore insister là-dessus, parce que c'est tellement important. C'est vrai que voilà, on n'est pas dans un même temps. Je crois que nous, sur nos territoires, on construit les choses, et les construire, c'est les construire ensemble. C'est pas les construire les uns contre les autres. Mais quand même, vous êtes à l'initiative de cette idée, donc on vous en remercie d'autant, Michel Beau, pour cette bonne idée de centre spécial Covid et coordination. Et ça, c'est quand même très important d'allier, comme vous l'avez dit, tous les professionnels autour de la maladie. Alors, on va changer de sujet, si vous voulez bien, Philippe Sueur. On va parler un petit peu de l'Est du département, parce que peut-être de bonnes nouvelles arrivent. On a beaucoup... pesté tous les habitants du Val d'Oise du fait de l'arrêt du projet Europa City. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'Est du département?
il faut toujours avoir de l'espoir, encore que dans l'époque que nous vivons, les retournements ont été pour le moins décevants, et notamment pour ce secteur de l'Est, qui est le plus sensible. Il le sera encore davantage parce que la crise que nous vivons a suspendu le transport aérien, donc tout ce qui est l'économie aéroportuaire, avec des dizaines de milliers d'emplois qui sont aujourd'hui en point de suspension. Il y a évidemment les licenciements, les 700 licenciements d'ADP, il y a les 3000 licenciements d'Air France, mais derrière, c'est tout un modèle économique extrêmement complexe qui va être abîmé, qui devrait retrouver son équilibre qu'en 2024-25. Or, l'Est du département, c'est aussi le territoire socialement le plus abîmé. On parlait jadis de fracture sociale, et il y avait, jusqu'à il y a 2 ans, l'année dernière la décision, mais la construction du modèle est bien antérieure, un projet d'aménagement du triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, c'est sous une forme géométrique, on voit bien un triangle qui part, à la base c'est Roissy, qui vient en pointe sur l'ancienne patte d'oie de Gonesse. C'est un ensemble de 690 hectares, dont 280 devaient être destiné à un aménagement, propriété d'ailleurs aujourd'hui de l'État à travers Grand Paris Aménagement, l'établissement public. Et un projet extrêmement important, EuropaCity, qui fait effectivement, qui nourrit la polémique, parce que c'est toujours face aux Amis de la Terre, à Valois Environnement, à tous les écologistes les plus virulents, pour eux, un déchirement de voir de la terre agricole, qui est une très belle terre, il faut les concéder, devenir un lieu urbanisé, industrialisé ou destiné à des activités qui sont commerciales et autres. EuropaCity, c'était 10 000 emplois. Ça faisait fonctionner, faire vivre 30 000 emplois pendant le chantier, avec les emplois directs et secondaires. C'était pratiquement 3 milliards d'investis sur ce secteur, à part le groupe Imochamp, le groupe Auchan, donc le groupe Mullier. Le président de la République, après avoir consulté le Conseil de défense de l'écologie, a pris une décision de retrait. Il avait d'ailleurs constitutionnellement, il n'en a pas le pouvoir, c'est le Premier ministre qui doit exprimer d'ailleurs cette décision, mais enfin ça a été présenté comme tel. En termes d'enrichissement du secteur, c'est dramatique. C'est dramatique. Néanmoins, l'État a réagi avec intelligence en désignant un haut fonctionnaire, c'est Francis Roll-Tanguy, ingénieur général des ponts, honoraire maintenant, parce qu'il a pris un petit peu d'âge, mais très habile, très ambassadeur, c'est l'homme de Fessenheim également, a été d'ailleurs directeur régional de l'équipement à une certaine époque, c'est là où moi je l'ai rencontré, et travaillé un petit peu avec lui, et il était chargé de faire le diagnostic de la situation et la synthèse des projets recevables et conciliables avec l'esprit régnant, à savoir qu'il faut trouver de l'emploi, il faut de la valeur ajoutée et respecter l'environnement, puisqu'on se place essentiellement dans une économie durable. En conséquence, le préfet a travaillé sur à la fois la mobilité, les transports. Et là-bas, nous avions de grandes inquiétudes, c'était de savoir si la fameuse ligne 17 du métro express allait réellement se faire, réalisée, parce que c'est celle qui doit alimenter Roissy. Le Charles de Gaulle Express a pris du plomb dans l'aile, pour parler trivialement, et donc là-dessus, même envisager une 17 bis, c'est la question de l'amélioration et automatisation des lignes B, des lignes D, tout ceci est pris en compte, mais ce qui est également extrêmement intéressant, c'est la prolongation en termes de mobilité du T5, le transport, c'est Saint-Denis-Sarcelles, qui pourrait évidemment aller beaucoup plus loin. Le T11, c'est notre tram-train qui part des Pieds-des-Villes, mais qui était censé aller jusqu'à Noisy-le-Sec, mais qui s'arrête au Bourget. Là encore, c'est pris en compte. Ce qui est plus intéressant, c'est les activités autour de à la fois l'alimentation
comment dire, l'approvisionnement, voilà le terme, l'approvisionnement de Paris. Il y a un projet d'un Rungis Nord, hein, donc il est toujours en cours, il n'est pas... Oui, c'est toujours envisagé, hein, et envisageable, mais je crois que ça serait une excellente chose, hein, pour l'approvisionnement, ne serait-ce qu'en termes de mobilité, hein, de déplacement. Hein, on fait des économies carbone. Lorsque le commerçant détaillant fait 5 km, hein, c'est mieux que d'en faire 25 pour Bien aller, hein, de l'autre côté de Paris. C'est le réveil, puisque ça a été endormi, d'un très beau projet qui était le projet Carex, hein, qui était celui par TGV, hein, du transport, et pour aller pratiquement jusqu'au dernier kilomètre dans certains secteurs, hein, de tout ce qui arrivait par air, hein, ou qui pourrait arriver aussi, hein, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, hein, sur les plateformes de Bruyères. Hein, là on n'aura pas le TGV, mais sur Roissy nous avons le TGV, hein, c'est Carex qui est. Et nous avons aussi des projets éducatifs, des projets de lycée, des projets même d'antenne de l'université de Cergy-Pontoise, CI, hein, qui s'appelle ainsi maintenant Cergy Paris, et également un projet qui a été retenu, que nous avions largement soutenu depuis quelques années, qui était un parc des patrimoines immatériels, à savoir donc de tout l'artisanat, les traditions, l'art, les arts populaires. C'est un projet qui est porté effectivement par un Chinois qui a expérimenté ce type de parc qui fonctionne très 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 bien en Chine. Hein, ce sont des emplois, hein, c'est également porteur de culture et de rassemblement. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Alors attendons maintenant, bon, ça c'est dans le rapport. Le Premier ministre vient d'envoyer une lettre au préfet du Val d'Oise, hein, pour aller plus loin sur certains de ces points, hein, avec des délais. Hein. Bon, là, il y a une certaine accélération, hein, dont on s'en réjouit bien entendu. Et je pense que, hein, quand vous interrogerez, j'ai cru comprendre que le président de la Chambre de commerce du Val d'Oise, Pierre Cuchely, venait... il viendra mercredi à votre place. Eh bien, je crois qu'il sera surtout l'homme, tout à fait adapté pour aller plus loin sur ces projets. Alors, merci beaucoup. Je vais juste résumer donc les bonnes nouvelles de cette première partie d'émission. C'est ce fameux centre Covid et de coordination qui s'ouvre dans notre territoire du Val d'Oise, pour l'instant autour de 5 villes, mais ça va sans doute s'étendre grâce à l'initiative de Michel Beau, médecin généraliste à Deuil et premier adjoint à la ville de Deuil-la-Barre, il faut quand même le souligner. Et puis, ce que vous venez de dire, Philippe Sueur, c'est-à-dire que, eh bien, en remplacement d'Europa City, la ligne 17 n'est pas enterrée, elle serait poursuivie. Et autour de ça, les réflexions se portent autour d'un Rungis en or, finalement, de la plateforme Carex, d'un projet éducatif, lycée, université, et puis enfin, d'un projet culturel avec tout ce qui est patrimoine universel. Merci évidemment, beaucoup. Le projet Karma reste quand même sous-jacent. Et encore, voilà, la dernier scoop, le projet Karma. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vous parlez près du micro. Hein, okay. Et si vous voulez vous entendre, vous mettez votre casque, comme ça vous entendez quand vous... Voilà. Il faut régler le son. Il faut tourner les boutons. Je sais pas lequel. Je pense qu'il... On n'a pas besoin de mettre le masque, non? Le casque, ouais. Si vous voulez vous entendre, parce que quand vous vous déportez du micro, vous entendrez que vous n'êtes plus. Ah, d'accord. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert. D'accord. Je suis novice. Bah, tout le monde. C'est normal. Chacun son métier. Au moins, cette interview m'aura permis de découvrir l'émission parce que je connais ça. Il y a encore des trous dans la raquette. La raquette de quoi? Parce que Safa me dit qu'elle ne connaissait pas notre émission. Bah, comme ça, elle connaît maintenant. Ah merde. Parce que moi, j'écoute BFM tous les matins, je suis sur la Côte de Quéco, et puis là, c'est encore mieux, c'est pour m'arrêter. Ah bah oui, c'est encore mieux.
Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis donc pour la deuxième partie de cette émission, et bien en compagnie de Safa Darban, pour finaliste tout d'abord du challenge Créatrice d'avenir, et pour notamment son concept de bar à vrac. Elle va nous le développer dans quelques secondes. Et puis je suis en compagnie de Maude Baudier-Le Bornès, qui a voulu féminiser le sport du cyclisme avec son organisation LBDC qu'elle a créée en 2017. Alors, pourquoi avoir choisi le cyclisme, Maude? Et bien tout simplement puisque je me suis lancée sur le cyclisme. Vous-même, vous faisiez du vélo comme tout le monde, hein, on apprend tout petit, on fait du vélo mais plutôt avec papa-maman. J'ai voulu faire du cyclisme plutôt d'un point de vue sportif il y a 3 ans. Plus professionnel, plus amateur, plus pro, compétitif. plus compétitif. Et au moment où je me suis lancée, je me suis prise des grosses réflexions misogynes, comme quoi j'étais une femme, que je n'y arriverais pas, parce que des hommes abandonnaient certaines épreuves comme l'étape du Tour, et ben en conséquent, moi je n'y arriverais pas. Et c'était très autour de ma condition féminine plus que de ma condition physique. Donc ça m'a alertée sur le fait qu'il y avait un problème sur la féminisation de ce sport. Alors du coup, ça vous a donné du punch pour créer une entreprise dédiée à ce thème? Exactement, en fait ça m'a un petit peu énervée et cet énervement a poussé à créer une communauté au tout début. Et la communauté a elle-même entraîné la création de l'entreprise et le fait qu'on navigue en fait sur un univers de communication positif autour de la féminisation du sport, en incluant les hommes, puisqu'on ne voulait absolument pas les exclure. Donc c'est-à-dire qu'au départ, c'est simplement parti de réflexions que vous avez fait sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme moyen d'expression? Eh bien oui, initialement c'était sur Instagram, tout simplement. On a annoncé avec une amie qu'on participait à une course qui s'appelle l'étape du Tour. En fait, c'est une des épreuves du Tour de France, souvent une épreuve assez dure en montagne. Et très dur même. Extrêmement dur. Mais si tu te prépares, c'est faisable en fait. C'est ça toujours un peu ce que j'essaye de passer comme message, puisque je venais pas du cyclisme initialement. Et en fait, on s'est pris des réflexions comme quoi le fait que nous soyons participantes était un peu un scandale, puisque des hommes abandonnés, des hommes très préparés, des hommes qui faisaient du vélo depuis des années, et que c'était un peu honteux de s'inscrire, et qu'on n'était pas prête, et qu'on n'y arriverait pas, et que de toute façon, des femmes c'était forcé qu'on allait abandonner en tant que femme. Alors du coup, vous créez cette entreprise en 2017. Quel est l'objectif au départ? Inspirer et motiver. Faire en sorte que les femmes se disent, si elle est capable de le faire, sachant que j'étais Madame Lambda en termes sportifs, et bien moi je pourrais aussi le réaliser. Donc initialement c'était vraiment un côté un peu inspirationnel et un peu rôle modèle, puisque j'avais un boulot à côté. Maintenant c'est devenu mon boulot, mais initialement j'avais un boulot à côté. Donc si j'arrivais à faire le nombre d'heures d'entraînement possible, si en me faisant du vélo depuis 1 an, j'étais capable de finir l'étape du Tour, ça veut dire qu'en fait, déjà c'est beaucoup. Y arrive. Bien sûr. Et alors du coup, maintenant avec LBDC Organisation, que proposez-vous? Plusieurs choses. Dans un premier temps, on propose une sorte de club virtuel avec un membership. Donc les personnes peuvent s'inscrire à l'année et avoir accès à plusieurs avantages, dont des sorties dans différentes villes de France, parce qu'on a développé en fait des pôles dans plusieurs villes pour que les gens s'entraînent entre eux. Et aussi en Europe, on a aussi la Suisse. Dans un second temps, des vêtements. On a essayé de casser un peu les codes du monde du textile cyclisme. On voyait beaucoup, et d'autant plus en 2017, des vêtements roses pour les femmes. Il y avait toujours du rose dans tous les vêtements et ça me rendait folle. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est très genré. Et donc nous, on a créé une collection textile qui est uniformisée. Les hommes et les femmes portent la même chose. Peuvent porter la même chose. Exactement, c'est les mêmes designs. Ce qui change, en fait, c'est la confection. On va pas avoir la même forme de cuissard ou forme de maillot parce qu'on n'a pas la même morphologie. Mais on va avoir le même design. Et enfin, on propose des séjours qui sont orientés sur différents types de niveaux, de débutants à confirmés, et qui peuvent être des séjours entraînement comme compétitifs. Donc finalement, c'est assez original. Vous alliez finalement plusieurs de la rencontre. Hein, c'est ça le premier objectif finalement, c'est ce que je comprends. Quand vous dites qu'on peut se rencontrer autour d'une course quelque part en France ou en Suisse, des vêtements et des séjours. Exactement. C'est en fait une offre complète de chez toi, tu pratiques en tant que loisir, jusqu'à quelque part où tu vas et où tu veux y aller en compétition, et nous on gère tout. Et on a tendance un petit peu à dire qu'on a un système qui s'inspire beaucoup, je m'inspire beaucoup du Club Med, je trouve que leur méthodologie est assez intéressante, c'est qu'on fait des formules un peu all-inclusive où à partir du moment où tu arrives sur un séjour borné, tu poses tes bagages et on réfléchit pour toi, tu n'as qu'à penser à ta course ou au fait de rouler. Mais en fait, il faut quand même toujours venir avec son vélo, j'imagine. Oui, pour le coup, le matériel, on ne le prête pas parce que c'est très personnel. Chaque vélo est adapté à la morphologie d'une personne. Donc ça, on fait très attention à ce que tout le monde ait son propre matériel. Et du coup, hommes comme femmes peuvent s'inscrire. Exactement. Sur la plateforme. Femmes et 40% d'hommes. Quelle est l'adresse de la plateforme, si on est intéressé par ce que vous venez de dire? Eh bien, www.lesbornés, lesbornees.com.
Et donc, au départ, votre modèle économique, maintenant, vous permet donc de vous verser un salaire, puisque vous avez dit qu'au départ, vous occupiez d'autres fonctions ailleurs. Moi, à titre personnel, non. Je verse un salaire à des employés. Mais par contre, vous versez un salaire à des employés, mais vous ne pouvez, c'est toujours pas assez suffisamment rémunérateur pour vous. Pas encore. Pas encore. Donc, quel est le modèle économique pour l'instant? Qu'est-ce que vous cherchez pour vous développer? Eh bien, le premier modèle économique, il est basé sur le membership. C'est vraiment de la volumétrie. Plus on va avoir de membres à 35 € par an, plus on va avoir la capacité de développer ce que nous, on appelle le local, donc les différentes villes qu'on a ouvertes et qui proposent des événements. Il y a la partie tenue, parce qu'en toute logique, on marge un petit peu sur nos tenues que l'on crée, même si ce n'est pas la partie la plus rémunératrice pour nous. Et surtout la partie séjour, que ce soit d'entraînement ou compétitif, où là, pour le coup, c'est le plus rémunérateur pour nous. Et donc, du coup, vous êtes allé à la pêche au tissu, vous avez cherché des fabricants de tenues. Où sont-ils installés en France? Alors, on en avait en France, mais là, le dernier qu'on a sélectionné est en Italie. Il faut savoir que dans le monde du cyclisme, l'Italie est vraiment un pays très très réputé pour la confection de produits cyclisme. Et on a choisi le nôtre dernièrement localisé en Italie avec un intermédiaire en Suisse qui gère avec nous toute la partie mise en ligne graphisme, toute la partie on va dire un petit peu plus technique. Donc nous en fait on donne nos idées de design et eux font la réalisation et ils coordonnent avec le fournisseur, ce qui facilite. Alors vous êtes fait accompagner, j'imagine, dans cette aventure, Maud Baudier-Le Bornès, c'est par qui et comment? On a commencé avec Station F, donc l'incubateur de Xavier Niel. Et là, nous sommes incubés chez Lila, qui est un incubateur pour femmes. Donc c'est très intéressant parce que c'est un petit peu plus petit, on est beaucoup moins de start-up et c'est très orienté sur l'entrepreneuriat féminin, le fait que les femmes peuvent être à la tête d'entreprise et peuvent pousser des concepts sur différents sujets. Donc moi je suis dans une rubrique dédiée au sport, on n'est que des start-up sur le monde du sport et l'objectif est aussi à terme de pouvoir potentiellement réaliser ensemble une levée de fonds, ce sur quoi je suis en train de travailler avec l'incubateur. Quand vous dites ensemble, toutes les entreprises autour du sport, vous feriez une levée de fonds globale? Ah non, j'entends avec Willa qui nous accompagne en tant que les bornes. Et chaque start-up, c'est assez intéressant, n'a pas du tout le même niveau de développement. Certains en sont qu'à l'idée. Nous, on a pour le coup 3 ans d'existence, donc on a un petit peu plus de bagages data et même e-commerce. Donc chaque start-up ferait vraiment un accompagnement totalement différent avec Willa. Et pour le coup, Willa, de notre côté, nous accompagne sur la levée de fonds qu'on est en train de faire en ce moment. Alors on va y revenir à la levée de fonds, mais tout d'abord, est-ce que c'était un parcours difficile d'aller à la rencontre de Willa? Pas du tout, elles sont hyper accessibles. C'est des candidatures, en fait c'est des dossiers à remettre, c'est des pitchs à faire. Donc il faut être capable de présenter son projet, être sûr de son idée. Il y a plusieurs niveaux d'entretien, jusqu'à un entretien final où sur 15 startups, ils en sélectionnaient 5 et il fallait être convaincant. Convaincant. Et donc ça dure quoi? 5 minutes le pitch? Vous avez un peu plus de temps finalement? Ça dépendait des pitchs. On en avait qui étaient très courts, donc vraiment aux alentours de 5-10 minutes. Il y en a d'autres qui prenaient plus la forme de 20-25 minutes, parce qu'il y avait aussi des questions-réponses. Outre le fait d'avoir présenté son entreprise, on devait répondre à des questions hyper spécifiques demandées par des experts. Oui, j'imagine qu'avant de donner la confiance ou de prendre quelqu'un, ils cherchent un petit peu vos objectifs justement. Le projet, la solidité du projet et la solidité de l'entrepreneur. Ils n'avaient pas forcément vocation à avoir que des personnes très avancées dans leur projet, mais ils voulaient des personnes sûres d'elles. Alors justement, vous êtes sûr de vous et vous voulez faire une levée de fonds. Quel est le montant que vous cherchez et pourquoi faire? Alors il y a 2 levées de fonds prévues. La première qui est en cours, qui s'appelle ce qu'on appelle un BSAR. Donc en gros, c'est une levée de fonds un peu comme ce qu'on pourrait appeler du love money. C'est des personnes qui ne sont pas connues comme des investisseurs de base, mais qui aimeraient soutenir le projet. Le ticket d'entrée, il est à 1 000 € et l'objectif, c'est de lever 100 000 €. Donc on est sur un premier objectif qui a pour objectif de financer le recrutement de nouveaux profils. Donc avoir une équipe qui soit plus grosse. Donc ce n'est pas encore mon salaire comme on en parlait tout à l'heure. Et en 2021, pour le coup, il y a une seconde levée de fonds avec un objectif à 500 000 €, où là, je vais aller chercher plutôt des business angels, plutôt des fonds d'investissement, et qui aura pour objectif cette fois-ci de pouvoir, de mon côté, avoir un salaire qui va être soit dégagé et que je puisse me consacrer vraiment en toute sérénité au projet pendant les prochaines années. Pendant les prochaines années, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Donc, il faut faire un appel aux business angels en ce moment, exactement, puisque vous avez 2 levées de fonds en tête. Je rappelle les montants, 100 000 €. La première montant pour cette année, vous voulez, j'imagine, cette somme d'ici la fin 2020 ? Vous espérez? Ça serait génial. Après le Covid a forcément un peu disrupté les choses. Voilà. Et l'année prochaine, vous êtes parti sur un sacré montant, donc 500 000 €. C'est pas rien, donc c'est un gros challenge pour vous. Parce qu'en attendant, comment faites-vous personnellement? Vous occupez un autre poste? Alors, à titre personnel, je donne des cours en école de commerce, parce que je viens du monde du marketing. Donc c'est ce qui me permet d'avoir une rémunération à côté.
Et sinon, j'avais la chance d'avoir encore quelques droits chômage que j'ai un petit peu étalés et échelonnés et qui m'ont permis de tenir sur les années précédentes. Voilà, donc on va rappeler ce beau projet et si on est intéressé par vous rejoindre, même au niveau de l'équipe, Maud Baudier-Le Bornès, qui faut-il contacter? Eh bien, il suffit d'aller sur le site ou sur les réseaux sociaux. Il y aura forcément quelqu'un qui va répondre. Ça peut être moi, ça peut être mon équipe, puisque j'ai la chance d'avoir un community manager et une équipe pour l'événementiel. Et ce sera toujours soit via les réseaux sociaux, soit via le site internet. Quels sont les réseaux sociaux que vous avez privilégiés? Alors, on nous trouve sur Facebook et Instagram en particulier, vraiment pour la partie consommateur. On est aussi sur LinkedIn, ça va dire que c'est plutôt un côté orienté business. Et nous avons notre site internet après qui est disponible. Voilà, et donc votre souhait de développement, on a bien compris, c'était à la fois la France et l'Europe, puisque vous êtes déjà en Suisse. Exactement. Peut-être la Belgique bientôt, peut-être, parce qu'ils parlent français en plus. C'est tout l'objectif, développer les pays francophones, puisqu'on a, je pense, un rayonnement qui peut être assez intéressant, et parce qu'on s'est rendu compte que les cyclistes aimaient voyager. Ils adorent prendre leur vélo et aller découvrir un pays. Et donc, toute l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'à terme, on puisse même aller à Londres, à Milan, à Rome, et trouver des copains cyclistes. On ne connaît pas la ville, eux connaissent les parcours, et on va rouler avec eux, et on découvre en fait autrement un pays, juste en ayant embarqué son vélo avec soi. Ça se fait beaucoup dans le monde du running, mais pas encore trop dans le monde du cyclisme, on aimerait le développer. Et puis justement, comme en ce moment on ne peut pas voyager en avion, eh bien profitons, mettons-nous au vélo et retrouvons-nous pour des séjours grâce à vous. Merci en tout cas Maud Baudier-Le Bornès de cette belle idée. Donc le vélo comme moyen de se rencontrer, de développer des séjours. C'est toujours très agréable évidemment. Et puis surtout que le climat en ce moment s'y prête pas mal. Vous avez de la chance finalement. Un petit peu. Il y a des avantages au réchauffement climatique. Alors, autre sujet féminin aujourd'hui, c'est votre concept Safa Darban, car vous êtes la finaliste du challenge, enfin l'une des finalistes du challenge Créatrice d'avenir 2020. Expliquez-nous votre concept. Alors, le bar à vrac, c'est une idée que moi j'ai eue en décembre de l'année dernière. J'étais en train de faire mes courses au marché. Et du coup, il y a un commerçant qui m'a tendu même j'avais acheté de bricoles, 3 pommes et quelques bananes, et il me les a mis dans un sachet en plastique. Et du coup, je lui ai dit, bah non, c'est pas la peine. Et il m'a répondu en souriant, ah, c'est bien, tu fais de l'écologie. Bah, sur le coup, ça m'a fait sourire, puis j'ai reculé, puis j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans le marché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de commerçants qui continuent d'utiliser des sachets en plastique. Et j'ai trouvé ça dommage, je me suis dit tout de même, c'est un lieu où tout s'y prête pour que les clients ils aient une démarche zéro déchet, réduction des emballages. Aller au marché, c'est un acte réfléchi. Aller au marché, on a son caddie, son cabas. Je me suis dit, c'est tout de même dommage. Moi, je suis gérante d'un magasin bio, justement situé sur la ville de Sannois, avec l'enseigne Biocop. Et nos clients dans nos magasins, ils sont habitués à venir avec leurs sachets, leurs bocaux et faire leurs courses directement dans ce qu'ils ramènent. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, comment du coup on peut sensibiliser un public qui ne connaît pas forcément la consommation éco-responsable, zéro déchet, et les inciter à changer de comportement. Et c'est de là d'où j'ai venu l'idée du vrac. Donc aujourd'hui, le bar à vrac, c'est un stand 100% mobile sur lequel on propose 120 références de produits bio et en vrac. Et l'idée à travers cette offre-là, c'est on sort le vrac. Donc le vrac, en fait, c'est le client, il vient, il achète la quantité de riz, de pâtes, de biscuits, de thé, café qu'il souhaite. Et s'il veut 100 grammes, il prend 100 grammes. S'il veut 3 kilos, il va acheter 3 kilos. Et l'idée, c'est de sortir ce concept-là, qui est assez populaire dans les magasins bio, et de l'emmener dans des endroits où les clients ne sont pas sensibles à ce mode de consommation. Donc aujourd'hui, avec notre bar à vrac, on propose 120 références de produits bio. On espère, à travers ce mode de consommation-là, sensibiliser les clients à une autre démarche de faire leurs courses. Aujourd'hui, l'image du bio cher, elle continue de coller un petit peu aux produits bio. Vous trouvez que c'est faux? Alors, je ne vais pas dire que le bio a le même prix que le conventionnel, ça dépend des produits. Les produits laitiers, ils sont forcément plus chers. Si vous achetez du fromage bio, il est plus cher. Si vous achetez de la viande, elle est plus chère parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions d'élevage. Le nombre de bêtes qui est autorisé sur l'exploitation agricole bio, c'est pas la même chose qu'en conventionnel. Les animaux vont manger du fourrage en priorité, de l'alimentation bio, donc on n'est pas sur la même qualité de produit. Mais par contre, sur plein d'autres produits, on est même plus compétitif que le conventionnel. Je donne d'exemple quelques prix qu'on applique nous sur le bar à vrac. Vous pouvez acheter du riz à moins d'1,50 € le kilo. On propose du riz de Camargue à moins de 3 € le kilo. On a des lentilles corail qu'on propose à 3,20 €, 3,50 € le kilo. Tout ça, c'est des produits bio.
Pour ceux qui aiment les fruits secs, on a des amandes à 1,70 € les 100 grammes. Si vous les achetez en conventionnel emballé, vous les paierez à au moins 20, 25, 30 € le kilo. Alors justement, ce bar à vrac, vous avez dit, il contient 120 produits. Comment allez-vous le faire? Est-ce qu'il roule? Où est-ce que vous allez l'installer? Comment on va aller à sa rencontre? Alors le bar à vrac, il est déjà opérationnel. Nous, aujourd'hui, on est présent sur 3 marchés. On est présent sur le marché de Saint-Noël dimanche, le marché de Bonne le vendredi et le marché d'Argenteuil-Colonie le samedi. Alors en gros, en fait, c'est un équipement que j'ai créé avec des artisans. Nous, on est les premiers à faire ça en France, donc ça n'existe nulle part. D'où a été toute la difficulté au départ, parce que chacun des engins qu'on déplace pèse 200 kg. Parce que nous, on s'est dit, l'idée, c'est d'aller avec le plus de références possible pour justement faire découvrir aux consommateurs que le bio, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut avoir une grande variété de choix dans les produits bio. Et aussi découvrir de nouvelles saveurs. Nous, on propose du quinoa, on propose du riz noir, du riz rouge. Donc l'idée, c'est d'apporter cette richesse que nous, on a du bio et de l'emmener à la rencontre de consommateurs différents. On est présent sur le marché. Et là, on va bientôt démarrer une nouvelle expérience avec une association à Épinay-sur-Seine qui s'appelle Épinay Zéro Déchet. Parce que l'idée du bar à vrac, c'est on dort des sentiers battus classiques et on va être présent une fois par semaine dans un quartier côté Orgémont, qui est un quartier prioritaire de la ville, pour justement proposer les produits bio à un public qui n'est pas forcément sensible ou qui n'a pas de magasin à portée de main. Exactement. Un magasin bio n'ira jamais s'installer là-bas. Moi, je suis gérante d'un magasin bio dans ma ville. Je n'irai jamais m'installer là-bas parce que la rentabilité économique, elle n'y est pas. Et justement, à travers le bar à vrac, c'est une façon de ramener le bio, de ramener cette façon superbe de consommer dans des endroits où on ne le trouverait pas. C'est une excellente idée, je trouve. Alors, quel est votre modèle de développement? Comment allez-vous vous développer dans le futur, Safa Darban, pour ce bar à vrac? Alors, moi, au départ, j'étais assez optimiste. J'ai fait un business plan avec une perspective d'atteindre du point mort en 6 mois. J'étais très confiante. Très enthousiaste. Voilà, très enthousiaste. Puis la douche froide est arrivée vite fait. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas savoir que le confinement, qu'on allait avoir cette pandémie surtout. Voilà, nous on a démarré le mois de juin. Il faut savoir qu'au niveau des marchés, le Covid a fait des ravages comme partout. Les personnes âgées fréquentent pas mal les marchés, donc le niveau de fréquentation il a baissé. On a eu des petits soucis logistiques. La période estivale, il y a beaucoup de franciliens qui ont quitté la région pour passer leurs vacances ailleurs. Après, on ne va pas se plaindre parce que nous, c'est une expérimentation. Moi, j'ai la chance d'avoir un magasin physique, donc du coup, qui assure qui prend en charge les frais. Qui assure l'investissement, en fait. Exactement, qui assure l'investissement du bar à vrac. Et moi, à travers le bar à vrac, je ne cherche pas une rentabilité financière. Moi, mon but, c'est d'atteindre le point mort. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre le point mort au bout de 2 ans et de pouvoir être présent à la fois sur des marchés pour assurer une rentabilité économique et aussi aller dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc aujourd'hui, on est présent sur Épinay-sur-Seine. On espère d'ici quelques mois être présent également sur Franconville et de pouvoir aussi développer, parce qu'aujourd'hui on a un équipage qui est dédié au bar à vrac. Comme on ne peut pas être présent sur tous les marchés, surtout maintenant on a des demandes des villes qui nous contactent. On a eu la ville d'Aubervilliers qui nous ont sollicité pour être présent sur le marché. Donc on espère pouvoir aussi développer un deuxième équipage pour pouvoir être présent sur plus d'espace. Combien de temps faut-il pour développer un camion bar à vrac? Alors, ce n'est pas une question de temps, c'est que maintenant qu'on sait comment faire, le plus dur au début c'était de trouver le moyen. Maintenant qu'on a le moyen, on sait quel équipement acheter, il y a les artisans avec qui je travaille, je sais comment adapter l'équipement. Être sociétaire de la coopérative Biocop, ça me donne accès à tout le catalogue. Il y a des producteurs locaux avec qui on travaille actuellement qui nous fournissent un produit de très bonne qualité. Donc du coup, on sait faire. La question c'est surtout comment on assure la rentabilité économique du projet. Donc moi aujourd'hui j'aimerais bien ouvrir un deuxième point de vente et l'idée c'est d'avoir un deuxième point de vente et avec un bar à vrac dédié. Comme ça le point de vente il assure la rentabilité du bar à vrac qui pourra assurer lui cette mission de rayonnement du bio et de la consommation éco-responsable dans des lieux où on n'est pas investi. On a bien compris l'idée, Safa Darban. Alors, quels sont vos besoins pour le futur? Est-ce que vous recherchez du personnel? Est-ce que vous, comme donc Maud Baudier, les Bornaises, vous recherchez du financement? C'est quoi votre besoin pour le futur? Alors, moi, mes besoins pour le futur, un futur très très proche, c'est que nous, on participe au concours. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui trouvent que l'idée est intéressante, s'ils pouvaient voter pour nous, parce que nous, on concourt dans la catégorie entreprise responsable, et gagner ce concours-là, c'est un enjeu énorme pour nous. Parce que c'est de la Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour voter pour ce concours? Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site biocopsanois.fr
et vous allez avoir le lien direct qui vous permet de voter. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc il y a le lien qui permet de voter pour ce projet-là. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je rappelle que votre idée, qui est donc visible sur les marchés de Sannois, Aubonne, Argenteuil et bientôt Épinay et Franconville, eh bien, c'est ce concept de bar à vrac à vocation zéro déchet, puisqu'on vient avec ses récipients et on achète ce qu'on veut avec son porte-monnaie et c'est tout, et son petit panier et c'est tout. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces belles perspectives. On va faire une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes pour notre dernier sujet du jour, comment amener les TPE à l'international. J'ai pas de chronique, hein, j'ai rien. Il y a d'autres invités. Merci. Après cet intermède musical, troisième partie d'émission aujourd'hui, et cette fois, nous allons parler avec l'association WOOSME, World of UseMe, de cette nouvelle association pour les TPE, les très petites entreprises, avec Robert Holz, vice-président de WOOSME Monde, Michel Jonker, président de WOOSME France, et Jacques Arias, le délégué général de WOOSME. Alors, Michel Jonker, vous êtes le président de WOOSME France. Quel est l'objectif de création de cette nouvelle association? Alors, d'abord, bonjour à tous. C'est une association qui s'appelle World Union of Small and Medium Enterprises, pas uniquement les très petites, mais c'est la société, l'Union mondiale des petites et moyennes entreprises, qui sont d'ailleurs en relation souvent avec les grandes, et qui est là pour mettre en relation dans le monde entier les petites et moyennes entreprises dans l'intérêt des deux pays. Alors, pourquoi le MEVO, le Mouvement Entreprise du Val d'Oise, a accepté d'en être le siège et a accepté de développer cette association, qui est une association mondiale, dont M. Robert Holz vous parlera, qui a été inventé, qu'il a été le fondateur, parce que nous sommes au MEVO, ce que j'appelle le réseau des réseaux, donc réseau des réseaux en France, et autant que faire se peut, nous travaillons beaucoup aussi à l'international avec les conseillers de commerce de la France, avec la Team France Export, avec les réseaux, et j'ai pensé, comme M. Robert Holz m'a proposé cette fonction, j'ai pensé que c'était une excellente chose pour complémenter tout ce que nous faisons. Et donc, nous sommes là parce que nous estimons que quand on aide les sociétés françaises à aller à l'étranger, les TPE, PME à l'étranger, nous travaillons pour la croissance des entreprises et pour l'emploi. Et quand nous aidons les entreprises allemandes ou étrangères à venir s'installer en France, nous travaillons pour l'attractivité. Et cette attractivité fait créer les emplois. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Et donc, quand on regarde les statuts de la WUSME qui a été créée il y a un certain nombre d'années, ces statuts disent qu'elle est là pour mettre ensemble les TPE et les PME. Et donc, je crois que le mieux, c'est qu'on passe la parole à Robert Holz, qui est le fondateur de WUSME Monde, qui est dans 100 pays. La France étant un des premiers pays à développer vraiment une filiale. Dans tous les autres pays, il y a des ambassadeurs. Mais je vais passer la parole à Robert Holz, qui va vous dire pourquoi il a fondé cette merveilleuse association de petites et moyennes entreprises, qui n'est pas une association patronale, mais une association privée qui travaille avec tout le monde. Alors justement, Michel Jonker, je rappelle que vous êtes, comme vous l'avez dit, président du MEDEF, qu'on appelle en Val d'Oise le MEVO. En Val d'Oise, tout le monde vous connaît, bien sûr. Enfin, tous les chefs d'entreprise vous connaissent. Et donc, vous devenez, à l'initiative de Robert Holz, le président de WOOSME France, qui est donc hébergé en MEVO, comme vous venez de le dire. Alors, Robert Holz, vous êtes un ambassadeur, un créateur, le créateur de cette association mondiale. Comment vous est venue cette idée et quand avez-vous créé cette association? Oui, eh bien, ça fait 60 ans que je m'occupe des petites et moyennes entreprises. Et juste après la guerre, elles étaient considérées par les administrations comme une médiocratie inorganisée et inefficace. Est-ce que ça vous énerve? Et donc, c'est là que Léon Gingembre a créé en 1947 la Confédération Générale des PME et en même temps une Union internationale de l'artisanat et des PME. Et j'en ai été nommé par la suite secrétaire général et donc je me suis occupé sans arrêt de petites et moyennes entreprises. Alors, il faut savoir
que les petites et moyennes entreprises dans le monde, dans les pays développés, représentent les 2/3 du produit brut, les 2/3 de l'emploi et les 2/3 du commerce extérieur en position directe ou indirecte, parce que quand Renault exporte une Clio, eh bien les 2/3 de la valeur ajoutée de cette voiture proviennent de petits sous-traitants et façonniers qui sont des PME. Par conséquent, dans le monde, tous les pays développés représentent les 2/3 de l'emploi, du produit brut et du commerce extérieur. Et dans les pays en développement, c'est 80% du PNB, de l'emploi, etc. Donc on s'est aussi aperçu petit à petit qu'un moyen d'aider ces petites et moyennes entreprises était de les inciter et de les aider à développer leur commerce extérieur. Et on s'est ingénié pendant ces années à mettre en place les moyens qui permettaient de les aider à prendre pied sur les marchés étrangers. Et pour donner un exemple précis, entre les années 80 et 90, c'est-à-dire, il faut bien dire, au temps des 30 Glorieuses, on s'est aperçu que pour les petites et moyennes entreprises qui se lançaient dans l'exportation, eh bien, si au lieu que simplement elles essayent d'exporter, elles s'implantaient comme les grandes entreprises, eh bien, dans les années qui suivaient, leur chiffre d'affaires dans le pays cible doublait, triplait, quintuplait. Donc on a monté une association qui a eu pour objet d'aider les PME qui avaient un flux d'exportation significatif à s'implanter. Et ceci a été fait en liaison avec les pouvoirs publics, qui nous ont d'ailleurs accordé une subvention. Et en 10 ans, on a réussi à implanter 350 PMI dans 30 pays qui ont rapporté par les exportations consécutives à ces implantations l'équivalent de 3 milliards d'euros, alors que les subventions qui nous ont été accordées n'ont été que 2 millions. Rapport qualité-prix, pas mal. Alors, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'avec le WUSME, on relance cette opération en liaison avec les pouvoirs publics. Mais, alors, pour aider justement au développement de ces exportations, le meilleur moyen, c'est de créer des coopérations industrielles internationales. Et on dispose maintenant de la méthode qui permet de réussir ces opérations de coopération. Et nous sommes en train de travailler avec l'Allemagne, avec l'Angleterre et avec les pays africains. Parce que dès qu'on associe deux petites ou moyennes industries françaises et allemandes, quand on se lance en Afrique, on a immédiatement un résultat positif. Et ce que l'on veut faire, c'est créer une sorte de coopération partagée entre une association franco-allemande et les pays africains. Et beaucoup de pays africains maintenant ont un exemple. J'ai des exemples pratiques d'entreprises africaines avec lesquelles on applique cette méthode et on va essayer donc de la répandre. C'est-à-dire qu'en plus, vous voulez dire que le continent africain est un très bon continent de développement pour les Français. Absolument. Et c'est une manière d'ailleurs de fixer les emplois en Afrique. Plutôt que les Africains essayent de venir chez nous, eh bien, il faut essayer de les implanter sur place. Et justement, cette entreprise apporte l'enseignement nécessaire auprès des étudiants de 15 à 19 ans qui préparent leur bac, et on leur enseigne le numérique. Elle va leur mettre à leur disposition 2 ordinateurs spéciaux, un qu'ils garderont à l'école et l'autre qu'ils enverront chez eux, de façon à pouvoir sans arrêt utiliser ce numérique. Et on espère donc que ça va créer par la suite des emplois
et donc fixer les emplois sur place. Alors vous avez dit tout à l'heure, Robert Holz, que cela passait par votre association, car vous signez des coopérations industrielles et commerciales avec les pays. C'est bien ça? Comment ça va se passer, Oui, Michel alors, Jonker? Je dirais, pour reprendre ce que vient de dire Robert Holz, c'est que, évidemment, nous parlons beaucoup pour l'implantation des entreprises françaises à l'étranger. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la formation des étudiants à l'entrepreneuriat dans les pays étrangers, surtout en Afrique, nous avons et nous aurons des relations avec l'UNESCO qui est en train d'avoir un grand plan en 2021 pour justement former des milliers de jeunes dans ces pays à l'entrepreneuriat. Et donc évidemment, quand nous formons ces étudiants en entrepreneuriat, mettons si c'est par des Français, et quand ils auront des entreprises, ils penseront français, ils importeront des produits français entre autres. Mais l'autre part, je dirais, du MUSME, la première partie, aider aux entreprises à s'implanter à l'étranger, c'est de faire venir des entreprises étrangères en France, qui assurent l'attractivité et l'emploi. D'un côté, ça assure le chiffre d'affaires, de l'autre côté aussi chiffre d'affaires et emploi, et donc ça c'est très important. Donc voilà, on essaiera et on essaie de se mettre avec toutes ces organisations-là pour faire ce que Robert Holz vient de parler, implantation et attractivité. Alors, concrètement, est-ce que ça veut dire que vous avez identifié des marchés et donc des secteurs d'activité qui sont demandeurs? Et si on adhère donc à l'association, est-ce qu'on a une liste de produits ou de domaines que des pays étrangers recherchent, où nous, les Français, on pourrait exporter? Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas du tout? Oui, Robert Holz. Oui, alors les principaux secteurs, c'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie métallique, métallurgique, électrique et connexe. Et ce sont les deux principaux secteurs dans lesquels on peut obtenir des coopérations. Alors ce que je voulais dire également, c'est que la WUSME a pour mission d'obtenir le statut consultatif auprès des organisations internationales. Nous avons obtenu en 2016 le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, qui est le Comité économique et social des Nations Unies, et nous avons des contacts avec l'ONUDI, avec une demi-douzaine des agences des Nations Unies, et notamment avec l'UNESCO pour les problèmes de patrimoine, de culture, etc. Et de formation. Et de formation. Nous avons lancé à l'UNESCO le mouvement des entreprises pour la paix. Parce que vous savez que l'UNESCO, pendant les 2 années actuellement, c'est la décennie pour la paix. Et nous avons voulu associer les petites et moyennes entreprises à cette opération. Une autre Michel chose Jonker. que nous essayons de faire, c'est d'aider et d'assister les entreprises à connaître les appels d'offres internationaux. Donc quand il y a des appels d'offres dans chaque pays, nous sommes là pour dire aux entreprises d'un ou d'autre pays, parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs du MUSME dans le monde entier, de dire à nos entreprises de chaque pays, voilà l'appel d'offres, répondez à cet appel d'offres. Et par exemple, en Allemagne... Oui, parce que c'est très compliqué, il faut dire, pour des petites équipes, de connaître les appels d'offres. Nous sommes là pour les aider. Par exemple, en Allemagne, il y a souvent des appels d'offres. On travaille avec un Français d'ailleurs en Allemagne, Villafranca, il répond à des appels d'offres sur aider une quarantaine d'entreprises allemandes à venir s'implanter en France. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'avec ça, nous allons les recevoir et nous ferons de l'attractivité, entre autres. On va justement... Oui. Alors, Robert Holz. Nous disposons maintenant d'un bureau à Bruxelles qui est en liaison étroite avec la Commission. Et également en Allemagne, nous avons des contacts avec le Mittelstand, qui sont les classes moyennes, et qui groupent 600 000 entreprises en Allemagne. Donc c'est très important ces rapports que vous développez pour pouvoir avoir des contacts justement très rapidement. Oui. D'ailleurs, en Angleterre, nous sommes en liaison étroite avec la Fédération of Small Business et nous allons nous jouer du Brexit en trouvant les moyens d'aider les PME entre les deux pays de disposer de moyens pour éviter les droits de douane, les obstacles non tarifaires. Vous pensez que ça va être possible à partir du 1er janvier, que grâce à vos accords, on va pouvoir... Nous avons déjà les accords avec la Fédération. Donc ça, c'est déjà signé. Oui, oui.
Alors, on va peut-être parler pratico-pratique, parce qu'il doit nous rester à peu près 5 minutes d'antenne. On va passer la parole à Jacques Arias pour les modalités pratiques de l'association WOOSME France. Bon, d'abord, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Et puis aussi, merci à Michel d'être venu nous rejoindre avec Robert dans cette aventure. Oui, alors, en France, on est quand même 3 700 000, 3 800 000 entreprises PME. Et donc, il est très très important que ces entreprises aient la possibilité, pour certaines d'entre elles, d'aller à l'export. Alors, je ne reviendrai pas sur la façon dont on va pouvoir s'implanter avec nos ambassadeurs. Il y a une centaine d'ambassadeurs de la WOOSME qui sont dans donc une centaine de pays, ce qui seront des points d'appui pour les PME et les PMI françaises, voire le milieu aussi artisanal, pour pouvoir les s'implanter. Alors évidemment, il y a s'implanter, et nous, en termes de WOOSME, il va falloir que l'on fasse, et ça va être une partie de mon travail, de nous faire connaître et d'aller voir ces entreprises, de leur parler et de les convaincre. Alors, j'ai déjà, dans le monde syndical, travaillé sur un certain nombre de projets pour aider les PME à aller à l'export. Donc, alors je vois que le temps passe, donc il va falloir que je prospecte énormément. Je vais prospecter énormément. On va commencer déjà dans tout ce qui est région parisienne. La WOOSME s'étendra sur l'ensemble du territoire français, bien entendu, sur nos 100 départements, hein, même aussi dans les DOM-TOM, qui pourront être aussi des relais où il pourrait y avoir des micro-WOOSME qui nous permettent de pouvoir aussi recruter des petites PME. Et en fait, le grand objectif, c'est d'avoir un véritable réseau de PME françaises et mondiale pour pouvoir développer notre savoir-faire. Alors justement, concrètement, si on est intéressé par ce que vous venez de dire, combien ça coûte? Est-ce que ça coûte? Combien ça coûte d'adhérer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le président vous répondra simplement brièvement. Pour le moment, je pense que notre objectif, c'est d'avoir un minimum d'adhésion au niveau financier, que ça ne soit pas non plus pesant pour les PME. Parce qu'une adhésion à 400 € par an, même pour une PME, c'est lourd. C'est lourd, surtout en ce moment, en période de pandémie. Alors, notre président vous en parlera plus que moi, mieux que moi, mais je pense qu'il faut être dans une adhésion qui soit relativement modeste pour pouvoir accompagner. Après, on verra suivant le développement de la WOOSME. Voilà, donc l'objectif pour le moment, c'est de vous faire connaître et de fédérer un minimum d'entreprises pour pouvoir, après, avoir des relais. C'est ça, Robert Holz? Vous voulez des relais dans toutes les régions de France? Ah oui. Alors, bien entendu, nos relais dans les régions sont les centres... comment dirais-je, les organisations comme le MEDEF, les organisations de chefs d'entreprise. Voilà. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Il faut rappeler que vous êtes à l'initiative de cette association, Robert Holz, oui. Mais quand même, on va souligner votre âge parce que c'est exceptionnel. Ben écoutez, oui, c'est peut-être une chance, mais c'est la raison pour laquelle, pour lancer la WOOSME France, il n'était pas question que je prenne la présidence. Je suis resté président d'honneur parce qu'il y a tellement de choses à faire, puis il faut voyager sans arrêt. Vous savez, antérieurement, j'étais tout le temps dans les avions. Ah. Et là, maintenant, il n'en est plus question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez quel âge, dites-nous? 98 ans et demi. Et vous êtes formidable, c'est incroyable. Quel punch, moi j'aimerais bien. Ça donne envie, quand on vous voit, ça donne envie. C'est dommage que les auditeurs ne soient pas dans le studio, ça donne envie de travailler jusqu'au bout. Mon secret, c'est que tous les matins, je fais un quart d'heure de gymnastique. Et le soir, je mange une orange. Voilà, vous connaissez le secret de Robert Holz pour mieux partir. Nous sommes d'ailleurs très honorés que M. Holz ait décidé de venir vers nous, le MEVO, pour développer le WOOSME France. Absolument, bravo Michel Jonker d'en avoir pris la présidence. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre plateforme YouTube et sur notre plateforme barredeleconomie.fr dès cet après-midi. Donc pour bien vous développer à l'international, eh bien, cette nouvelle association, vous pourrez découvrir, redécouvrir comment, qui s'appelle donc WOOSME, ça veut dire World of Small... World Union of Small Medium Enterprises. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao.
Ok.